Il y a quelque chose que votre banque ne vous explique jamais. Pas par malveillance, par omission. Imaginez un coffre-fort, vos économies dedans, la porte fermée à clé. Ce coffre n'existe pas. Sur 10 000 € que vous déposez, votre banque n'en conserve peut-être qu'un millier dans ses réserves. Les 9 000 restants circulent. Ils financent des entreprises, des États, des marchés financiers. Et parmi ces actifs, des centaines de milliards d'obligations françaises, dont la valeur baisse depuis 2 ans. Ce n'est pas une alerte rouge. C'est quelque chose de plus inquiétant encore. Un signal orange qui dure, qui s'installe, qui s'approfondit et qui mérite enfin une explication honnête. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le Grand Angle. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment le système bancaire français est pris en tenaille entre une dette souveraine qui se dégrade et des bilans qui peinent à en absorber les conséquences. Vous allez découvrir les 5 signaux concrets qui témoignent d'une fragilité structurelle réelle, mais aussi les garde-fous que la plupart des analyses alarmistes omettent de mentionner. Et surtout, vous repartirez avec une grille de lecture précise pour distinguer ce qui relève du risque systémique latent de ce qui serait une crise imminente. Deux réalités très différentes que l'on confond trop souvent. Restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez exactement pourquoi le silence institutionnel en dit autant que les chiffres eux-mêmes. Pour suivre cette analyse semaine après semaine, l'abonnement à la chaîne est le seul geste nécessaire. Posons les faits précisément. La France affiche une dette publique de 3 200 milliards d'euros, soit 112% de son PIB. Le déficit budgétaire frôle les 6%. Depuis 2 ans, les agences de notation se montrent moins indulgentes. Fitch a abaissé la note française. Moody's a émis une perspective négative. Standard Poor's surveille l'évolution de près. Résultat visible sur les marchés. L'écart entre le taux des obligations françaises et celui des obligations allemandes, ce que les spécialistes appellent le spread OAT Bund, s'est élargi depuis 2024. Ce n'est pas encore une crise, c'est un repricing du risque. Les marchés exigent une prime plus élevée pour prêter à la France. Et ce repricing a des conséquences directes sur les grandes banques françaises. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE. Ces 4 établissements sont qualifiés d'importance systémique mondiale. Ils détiennent dans leur bilan des centaines de milliards d'obligations françaises. Des obligations acquises pendant des décennies, précisément parce que la réglementation les considérait comme des actifs sans risque, ne nécessitant pas de fonds propres pour être couverts. Depuis 2022 et la remontée brutale des taux directeurs, le paysage a profondément changé. La valeur marchande de ces obligations a reculé. Mais attention, tout dépend d'un détail comptable que l'on évoque rarement. Si ces obligations figurent dans le portefeuille dit HTM pour Hold to Maturity, à conserver jusqu'à l'échéance, les pertes restent latentes. Elles n'apparaissent pas dans les comptes tant que les titres ne sont pas vendus. C'est précisément ce mécanisme qui a emporté la Silicon Valley Bank en mars 2023. Non pas parce que les pertes étaient catastrophiques en valeur absolue, mais parce qu'une vente forcée les a rendues réelles en 48 heures. Le mercredi matin, la banque semblait solide. Le vendredi matin, elle était déclarée en faillite. 48 heures. Le monde hyper connecté dans lequel nous vivons, avec les applications bancaires accessibles 24 heures sur 24 et les réseaux sociaux qui propagent une information en quelques minutes, a fondamentalement accéléré la dynamique des paniques bancaires. Ce que les historiens de la finance appelaient une ruée bancaire, qui pouvait jadis prendre plusieurs jours, peut désormais se produire en 2 journées ouvrées. Maintenant, la vraie question: pourquoi ce risque reste-t-il si difficile à quantifier de l'extérieur? Premier niveau d'explication. Les ratios de fonds propres des grandes banques françaises affichent entre 13 et 14%, selon les normes dites de Bâle III. Des chiffres qui paraissent rassurants, mais voici ce qui est plus important. Ces ratios dépendent des pondérations de risque appliquées aux actifs, et ces pondérations sont calculées par les banques elles-mêmes, avec l'aval des régulateurs. Les obligations souveraines françaises, longtemps exemptées de toute pondération de risque, contribuent à ces ratios sans refléter pleinement les tensions actuelles. C'est le deuxième niveau d'explication. Le système a été conçu à une époque où la dette d'un grand pays de la zone euro était assimilée à un actif sans risque. Cette hypothèse est désormais moins solide. Elle n'est pas effondrée, mais elle vacille. Et voici ce que cette séquence révèle vraiment. Les banques françaises ne peuvent pas se débarrasser de ces obligations. Vendre massivement provoquerait une chute des prix encore plus brutale,
révélant l'ampleur des pertes latentes et déclenchant la panique qu'elles cherchent précisément à éviter. Elles sont condamnées à attendre. C'est ce paradoxe central qui définit leur vulnérabilité structurelle. 5 signaux permettent de mesurer cette tension. Premier signal, la pression sur les CDS, ces instruments financiers qui fonctionnent comme des assurances contre le défaut d'une banque. Le spread de BNP Paribas est passé de 30 points de base à plus de 80 en 2 ans. Société Générale dépasse les 120 points. En 2008, des niveaux comparables précédaient l'explosion au-delà de 300 points. Lors de la faillite de Lehman Brothers, nous ne sommes pas là, mais nous observons une progression régulière qui ne s'est pas interrompue. Et ce n'est pas tout. Deuxième signal, la qualité des bilans. Les banques françaises sont exposées non seulement à la dette française, mais aussi aux dettes italiennes, espagnoles, portugaises. Elles financent des entreprises dont la santé s'est dégradée depuis la fin des aides post-Covid. En France et en Europe, les défaillances d'entreprises ont nettement progressé depuis 2023, pesant en particulier sur les portefeuilles de crédit aux PME. Ce qui était un risque théorique devient un risque comptable. Et voici ce qui est plus préoccupant encore. Troisième signal, la paralysie politique. La France traverse une instabilité institutionnelle depuis 2024. Les réformes budgétaires nécessaires se heurtent à des blocages répétés. L'État ne peut pas recapitaliser des banques sans aggraver une dette déjà élevée. C'est le paradoxe de la construction européenne actuelle. Tous les pays sont liés, tous sont fragilisés à des degrés divers, et aucun ne dispose des ressources suffisantes pour soutenir les autres sans fragiliser davantage sa propre situation. L'Allemagne traverse une stagnation économique prolongée. L'Italie reste sous surveillance. Mais il y a plus. Quatrième signal, la tension dans le secteur immobilier. La remontée des taux depuis 2022 a fait chuter les transactions immobilières en France. Le marché des bureaux, en particulier, concentre des risques croissants. Aux États-Unis, plusieurs banques régionales restent exposées à la chute de valeur de l'immobilier de bureau. En Europe, les grandes banques ont commencé à provisionner davantage sur ce segment. Ce n'est pas un choc brutal. C'est un risque diffus qui s'installe progressivement dans les bilans, trimestre après trimestre, sans que personne ne tire le signal d'alarme. Et cela nous amène au cinquième signal, le plus révélateur de tous, le silence institutionnel. La Banque de France minimise. La Banque centrale européenne multiplie les déclarations apaisantes. Les ministres affirment que la situation est maîtrisée. Ce silence n'est pas rassurant. Il est stratégique. Parce qu'admettre publiquement un problème sérieux déclencherait précisément la crise que tout le monde s'efforce de repousser. C'est le paradoxe fondamental des crises bancaires contemporaines. La stabilité du système repose autant sur les perceptions que sur les réalités. On temporise, on atténue le discours, on espère. Voilà les 5 signaux, réels, mesurables, préoccupants. Mais ce serait une erreur d'interprétation de transformer cette fragilité structurelle en prophétie d'effondrement imminent. Et c'est ici que votre compréhension du sujet devient décisive. Parce que depuis 2008, le cadre réglementaire a profondément évolué. La supervision bancaire est désormais centralisée à Francfort, sous l'autorité directe de la Banque centrale européenne. Des stress-tests réguliers évaluent la résistance des grandes banques face à des scénarios adverses. Un mécanisme de résolution bancaire unique existe désormais en Europe, précisément pour éviter que les contribuables supportent seuls le coût d'une faillite bancaire. Et surtout, contrairement à ce qu'affirment certaines analyses trop rapides, la BCE dispose encore d'outils. Le programme TPI, pour Transmission Protection Instrument, lui permet d'intervenir pour stabiliser les spreads souverains dans la zone euro. Les réinvestissements du programme PEPP offrent une marge de manœuvre supplémentaire. Ce n'est pas l'impuissance de 2008, c'est une capacité d'intervention politiquement contrainte, mais réelle. Par ailleurs, la mise en œuvre progressive de BAL 3 finalisée, que certains appellent déjà BAL 4, renforce les exigences en fonds propres et encadre davantage les modèles internes. Une contrainte supplémentaire pour les banques, mais aussi un signal que les régulateurs ont tiré des leçons des crises passées. Concrètement, pour vous, cela signifie plusieurs choses. Votre épargne est garantie à hauteur de 100 000 euros par personne et par établissement en France. Cette protection est opérationnelle dans les cas de faillite isolée. Elle trouverait ses limites dans un scénario d'effondrement systémique généralisé
qui resterait un événement exceptionnel dans l'histoire financière contemporaine. L'épargne des Français s'est d'ailleurs adaptée de manière rationnelle depuis 2 ans. Les fonds monétaires ont collecté massivement, profitant de la remontée des taux. L'assurance vie en euros est redevenue attractive. Les comptes à terme ont proliféré. Ce comportement n'est pas une panique bancaire. C'est une réallocation prudente, un ajustement rationnel face à un environnement financier qui a changé. Si vous souhaitez renforcer la solidité de votre épargne, quelques principes s'appliquent. À discuter avec un conseiller patrimonial. Répartir vos dépôts entre plusieurs établissements, idéalement dans des pays différents, réduit votre exposition à une défaillance isolée. Diversifier une partie de votre patrimoine vers des actifs réels, comme l'or physique, offre une protection structurelle contre des scénarios extrêmes. Ces démarches relèvent d'une gestion prudente et anticipatrice, pas d'une réaction de panique. Voilà ce que cette séquence de signaux révèle vraiment. Elle révèle que la fragilité bancaire française est réelle, documentée, mesurable, mais qu'elle se situe aujourd'hui dans la catégorie du risque systémique latent et non dans celle de la crise imminente. Elle révèle que le vrai danger ne viendrait pas d'un effondrement mécanique progressivement visible, mais d'une rupture soudaine de confiance, alimentée par la désinformation ou un événement déclencheur imprévu. Ce que les spécialistes appellent une prophétie autoréalisatrice. La crise advient parce qu'on croit qu'elle advient, parce que chacun retire ses fonds avant les autres, parce que la panique est contagieuse. Elle révèle enfin que nous vivons dans un système où les filets de sécurité existent, mais où leur efficacité dépend d'une condition que personne ne peut garantir: la vitesse. En 2008, les banques centrales ont mis des semaines à comprendre l'ampleur du choc. Aujourd'hui, avec des applications bancaires dans chaque poche et des informations qui circulent en quelques secondes, une crise de confiance peut s'emballer avant même que les régulateurs aient réuni leurs premières cellules de crise. C'est précisément la limite que l'Union bancaire européenne, toujours incomplète, peine encore à surmonter. La question qui reste en suspens est simple. Si la confiance venait à se briser, comme elle s'est brisée pour Crédit Suisse en 2023, ou pour la Silicon Valley Bank quelques jours auparavant, les mécanismes européens de résolution seraient-ils suffisamment rapides et coordonnés pour contenir la contagion avant qu'elle ne devienne incontrôlable? La prochaine fois que vous entendrez parler de la dette française ou des résultats des grandes banques, regardez 2 indicateurs: le spread OAT band, c'est-à-dire l'écart entre les taux français et les taux allemands, et l'évolution des CDS bancaires. Ce sont ces 2 chiffres qui traduisent en temps réel l'état de la confiance des marchés, pas les communiqués officiels, pas les déclarations de réassurance. Ces 2 indicateurs. Une question pour les commentaires. Avez-vous, ces dernières années, pris des dispositions pour sécuriser davantage votre épargne? Un second livret, un compte dans une autre banque, de l'or, une assurance vie? Ou considérez-vous que la situation ne justifie pas encore ce type de précaution? Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.